Bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent encore cet après-midi, 16h-17h, une heure d'échange avec nos invités et avec des parcours d'entrepreneurs inspirantes et des entrepreneurs qui vous ressemblent. C'est les 24 heures pour rebondir au féminin. Et j'ai le plaisir de recevoir plusieurs invités là cet après-midi. Alors Sally Benasser, présidente fondatrice d'Art Blind, qui va nous parler de son projet. Elle est également marraine des Talents des Cités. Et puis Virginie Hills, présidente fondatrice de Comptoir de Campagne, un beau projet également, elle va nous expliquer. Et puis Hortense Aran, qui est présidente et cofondatrice de Fleurs d'ici et de We Trade Localio, c'est ça. Oui, j'avais peur d'écorcher le nom. Alors, soyez les bienvenus. Sally Benasser, vous êtes présidente, je le disais, fondatrice d'Art Blind. Alors, qu'est-ce que cette entreprise fait dans la vie? Alors, Art Blind a été créée il y a 20 ans. C'est une entreprise qui est spécialisée dans la fourniture et la pose et l'installation de stores, volets, placards sur mesure, des fenêtres. Donc, on est dans le milieu du BTP. Je crois qu'il y a des slides qui doivent défiler. Nous avons 2 points de vente, un à la Porte Dorée et un au Kremlin-Bicêtre. Donc, vous êtes sur Paris? On est sur Paris, exactement. C'est notre dernier point de vente. Là, c'est mon équipe. On a gagné le prix artisanat au féminin. On a gagné plusieurs prix en tant qu'entreprise du bâtiment. On a la charte qualité de la Chambre des métiers. On a un écolabel de Éco-Défi. On est expert Somfy, qui sont extrêmement sélectifs dans leurs distributeurs. On a également, donc, on fabrique tout ce qui est store, volets, fenêtres, placards sur mesure. On fait de la motorisation, tout ce qui est store intérieur. On répond, notre priorité chez nous, c'est de répondre aux besoins des clients. Donc, on aménage vos maisons. Et on a ouvert l'enseigne qui s'appelle la Maison de la Cloison, qui, elle, a vocation à avoir une distribution nationale et nous souhaitons être les leaders sur le marché national pour tout ce qui est séparation de pièces, sans dégâts et sans gros travaux et avec un budget raisonnable. Voilà, avec des cloisons notamment qu'on peut éventuellement déplacer si on déménage. Exactement, qu'on peut adapter à son habitat. D'accord. Alors, je vais revenir. Donc, vous êtes combien de salariés dans l'entreprise? Alors, on a 5 salariés, on a 12 équipes de sous-traitants d'installateurs et on a des partenariats, 70 points de vente dans toute la France pour installer en province, partout en province, dans toute la France. Et en Corse. Alors, et en Corse. Super. Alors, bravo en tout cas pour ce parcours 20 années, mais on va voir que effectivement ce parcours a été quelque peu compliqué, même si tout se passe bien aujourd'hui, parce que au démarrage, avant de parler du fait que vous soyez marraine des Talents des Cités, mais je voudrais revenir sur votre parcours puisque vous avez démarré, allez, on peut le dire, sans argent, sans client. Oui, tout à fait. Oui. Donc, vous étiez salarié donc, dans une entreprise pendant vos études et puis vous avez été embauché chez un fabricant. Vous êtes resté quelques années, puis vous quittez cette entreprise et puis vous avez travaillé, vous avez appris, vous m'avez dit, vous avez appris la création dans les livres. Alors, dites-moi ça, la création d'entreprise, vous l'avez apprise dans les livres. Oui, exactement, parce que moi, je suis issue d'un milieu populaire, donc j'ai dû travailler pour payer mes études. Et quand le jour où j'ai souhaité créer mon entreprise, j'ai été voir des organismes. Alors, il n'y avait pas des réseaux comme il existe aujourd'hui. On pouvait pas cliquer sur Google pour aide à la création d'entreprise, puisque Internet a vraiment explosé en 2000. Au moment de la création de mon entreprise, moi, je démarrais en 99. Et il n'y avait pas d'endroit où je pouvais apprendre, puisque autour de moi, j'avais pas d'entrepreneurs. Aujourd'hui, dans les quartiers, il y a des viviers de talents, des viviers d'entrepreneurs, mais il y a 20 ans, ce n'était pas le cas. C'est pour ça que le prix Talent des Cités avait été créé. C'était justement pour récompenser le démarrage des entrepreneurs qui osaient dans les quartiers. Et donc, j'ai acheté des livres. Voilà, là, c'est les prix Talent des Cités.
Aujourd'hui, on est Alors, plus de 500 dans toute la France. Et alors, on est les modèles des créateurs, on est le démarrage des créateurs d'entreprises dans les quartiers. Là, mon entreprise qui sponsorise des équipes de sport, principalement féminines. mhm. Alors, ce qu'il faut expliquer, Là, effectivement, allez-y, 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 là c'est une commentez les micro, slides. je fais des interventions dans les écoles et là, c'est une école dont j'ai sponsorisé la micro-entreprise qu'ils ont créée et ils ont gagné le deuxième prix du département. Mhm. Alors que quand je les ai vus la première fois, ils n'avaient même pas d'avenir en tant que salariés, ils étaient complètement démotivés, ils pensaient qu'ils n'allaient pas réussir leur vie, ils n'avaient plus d'espoir en fait. C'est une école CEPA, une classe CEPA, c'est les classes dans les collèges en difficulté. Alors, attendez, on va refaire le Voilà. lien avec tout ça pour qu'on comprenne bien votre parcours. Donc, si on revient sur le parcours de votre entreprise, vous apprenez à monter une entreprise et puis, au départ, vous aviez un vague projet de créer un resto ou un magasin de fringues. Pour les fringues, il fallait du stock. Pour le restaurant, si le chef n'était pas là Ouais. pendant le service, ça aurait été compliqué. Et donc, dans le livre, vous trouvez une information importante qui est de dire, voilà, si vous voulez créer votre entreprise, il faut la développer dans un domaine que vous connaissez. Et donc, comme vous aviez travaillé avec un fabricant, bah, le domaine des stores, ça vous parlait. Et là, à partir de ça, parce que c'est important pour les femmes qui nous écoutent de dire, bah, voilà, c'est possible. Et vous êtes vous-même, vous l'avez dit, issu des quartiers, hein, vous étiez dans le quartier de la ville de Vitry, en région parisienne, et donc c'est possible parce qu'effectivement, avec l'expérience que vous avez eue, vous avez pu démarrer votre projet. Expliquez-nous un peu Alors, comment c'est. pour raconter un petit peu l'historique, comme je vous disais, j'avais pas d'entrepreneur autour de moi pour me guider. Et quand j'ai voulu créer mon entreprise, je travaillais dans une entreprise, j'ai démissionné pour créer mon entreprise. Et je me suis dit, je vais créer dans un domaine que je connais. En tant qu'étudiante, j'avais travaillé dans les restaurants. Je me suis dit, je vais ouvrir un restaurant puisque c'est un milieu que je connaissais, puisque j'y avais travaillé. Mais effectivement, comme vous dites, il faut de l'argent et on est tributaire du chef cuisinier. S'il vous plante en plein milieu du service, on fait quoi? J'avais aussi travaillé dans des boutiques de vêtements, donc je me suis dit, bah, je vais ouvrir une boutique de prêt-à-porter. Mais il fallait de l'argent, il fallait du stock et il fallait une boutique, et ce que je n'avais pas. Et donc, parmi les livres que j'avais lus, effectivement, il y avait une information qui revenait dans tous les livres, sans exception. Et l'information, c'était créer dans un domaine que vous maîtrisez, parce que vous ne pouvez pas apprendre la création d'entreprise, la gestion d'entreprise et un nouveau métier, un nouveau produit. Donc, j'ai dit, bah, moi, j'avais travaillé chez un fabricant pendant que j'étais étudiante. Et puis, quand je suis sortie de la fac, j'ai dit, bah, je sais acheter des stores, je sais vendre des stores, bah, je vais commercialiser des stores. Et l'avantage de cette activité-là, c'est que j'avais pas besoin de boutique immédiatement. Donc, j'ai pu me domicilier chez moi pendant 23 mois. Et pendant 23 mois, j'ai mis tout mon argent, toutes mes économies sur un site internet, puisque c'était le démarrage et sur les pages jaunes. Et puis voilà. Et puis c'est petit à petit, j'ai eu des clients, des super clients. Donc, je faisais poser par des sous-traitants. Et les clients m'ont recommandé. Et c'est venu comme ça, petit à petit, de bouche à oreille, parce que je répondais à leurs besoins. Je ne cherchais pas absolument à leur vendre quelque chose ou à augmenter mon devis. Je cherchais surtout à répondre à leurs besoins. Et de ce fait-là, ça a évolué et c'est eux qui m'ont recommandé, c'est mes clients qui m'ont fait arriver où je suis aujourd'hui. Alors, ça n'a pas été simple malgré tout, puisque au démarrage, quand vous démarchiez certains clients, vous rencontriez des architectes. Et expliquez-moi un petit peu ce qui se passait quand les architectes, quand vous étiez à même à discuter avec ces personnes. J'ai eu C'était notamment deux mésaventures qui m'ont beaucoup appris. Ma première réunion de chantier, bah, l'architecte ne me regardait pas, ne me parlait pas. Il m'a pas du tout pris en considération. parce que vous étiez une femme. Bah, je suppose que oui. Mais bon, bah, après, je suis partie, le rendez-vous d'après, je suis partie avec mon poseur. Et c'est là où j'ai constaté que c'était effectivement parce que j'étais une femme, puisqu'il ne parlait qu'à mon poseur. La première fois, j'avais pas compris, puis la deuxième fois, en allant avec mon poseur, j'ai mieux compris.
Je pensais pas que ça pouvait être un obstacle. Je pensais que quand on était sérieux, qu'on bossait bien, qu'on soit un homme ou une femme, on pouvait s'en sortir. Et puis là, j'ai été malgré moi confrontée à ce problème-là. Et le deuxième gros souci, ça faisait 3 ans que j'avais créé mon entreprise. J'avais pas encore de salariés. Et donc, j'avais un client où j'avais installé un volet roulant, un très grand volet roulant avec manivelle de secours. Et les volets roulants électriques sont assez lourds à remonter manuellement. C'est pour ça qu'on les met électriques. Et il voulait pas me payer parce qu'il me disait qu'il y avait un défaut de fabrication parce qu'il n'arrivait pas à soulever le volet roulant manuellement. Et du coup, pour aller me faire payer, j'ai dû aller avec un de mes poseurs. Et donc, j'écoute son problème. Je dis oui. Il me dit oui, il y a un défaut sur votre volet roulant. Il marche pas bien. Regardez la manivelle de secours. On n'arrive pas à la monter. Allez-y, essayez-la. Effectivement, si moi je vais l'essayer, le volet, il était très grand. J'aurais eu du mal. Donc, il m'aurait trouvé l'excuse que c'était difficile. Donc, j'ai demandé à mon gars d'aller l'essayer. Mon gars est parti. Et lui, il l'a remonté assez facilement. Ce qui fait que le client s'est senti le jeu s'est retourné un petit peu contre lui parce que le fait que mon gars le soulevait sans problème, il pouvait plus contester ce problème-là pour pas me payer. Donc voilà, c'est des petits éléments oui, qui oui, font oui, que… tout à fait. Mais alors, vous dites justement qu'il faut, ça sert à rien de s'imposer quelque part. Alors, on a entendu des témoignages précédents où on dit que la femme doit y aller, etc. Mais vous dites que ça sert à rien de s'imposer. Il faut emprunter quelque part un peu d'autres chemins et vous allez quand même finir par y arriver. Oui, Et cet autre chemin, c'est quoi, justement, précisément? Il y a des valeurs que vous défendez, vous, moi, je suis précisément? dans le milieu du bâtiment. Et tout à l'heure, Victoria parlait qu'elle avait tourné le dos à un partenaire parce que il avait un petit peu, il lui avait pas accordé de l'attention, etc. Moi, je peux pas faire pareil parce que je suis face à eux sur un site avec des produits qui sont installés et je suis obligée d'affronter la problématique. Donc, je suis obligée d'user de méthodologie, de stratagèmes, etc., pour essayer d'arriver à mes fins. C'est de ne pas aller au frontal, Mais vous dites que mais d'aller plutôt, de prendre un chemin un peu détourné. Et vraiment, pour faire face à tout ce type d'obstacles, c'est le professionnalisme. c'est le professionnalisme Ah et oui, puis quand on est professionnel, on ne peut pas nous piéger, on ne peut pas… voilà, si on est professionnel et qu'on fait bien son travail, on a le droit de se tromper, on est humain, mais le professionnalisme fait qu'à un moment donné, on gagne le respect. Alors, parlez-nous un petit peu de Talent des Cités, parce que du coup, vous avez été marraine de Talent des Cités. En fait, vous êtes marraine parce que vous êtes la première lauréate nationale de Talent des Cités. Il faut rappeler qu'il y avait plus d'une trentaine de candidats. Alors, expliquez-nous un petit peu ce parcours-là. Et ce que vous faites encore aujourd'hui, bien sûr, en marge de votre entreprise, vous accompagnez encore des jeunes dans les quartiers difficiles pour les amener sur le chemin de la création d'entreprise. Exactement, parce que Très rapidement. Oui, alors Talent des Cités est un concours qui récompense sur le plan régional et national des créateurs d'entreprises issus de quartiers populaires, donc qui n'ont pas un environnement entrepreneurial. Quand j'ai démarré, eh bien, on était 32 entrepreneurs des quartiers populaires qui avions été sélectionnés pour ce prix national de Talent des Cités. Et de lauréat, je suis devenue sponsor de ce concours. Et c'est un concours qui maintenant fait plus de 500 entrepreneurs. Et c'est un modèle de créateur d'entreprise dans les quartiers, puisque maintenant, c'est devenu un vivier une force économique, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs dans les quartiers. Alors, on parlait de rôle modèle, on en a beaucoup parlé jusque maintenant dans les précédentes discussions, dans les précédents échanges. Racontez-nous juste en deux mots cette rencontre que vous avez fait cette visite que vous avez fait dans un collège CEPA, donc un collège pour les quartiers difficiles. Et dites-nous très rapidement ce qui vous est arrivé là et à quoi vous êtes parvenu finalement. Par rapport au rôle modèle. Quand je suis arrivée dans cette classe, j'ai rencontré des gens issus de l'immigration et la prof m'a pris à part et elle m'a dit, écoutez,
C'est des gens qui sont complètement démotivés, qui pensent qu'ils vont rester à zapper, à regarder la télé sur leur canapé, qu'ils n'ont pas d'avenir, qu'ils vont pas trouver de travail. Donc, ils ont plus d'espoir en l'avenir. Et donc, quand j'ai commencé mon discours, je leur avais expliqué que moi, j'avais été à leur place, que j'avais été, que je ne savais pas qu'est-ce que serait mon avenir. Et je leur ai expliqué également ce qu'ils apprenaient à l'école, ils pouvaient très bien l'utiliser un jour parce que quand on fait un devis à un client, il faut savoir calculer, il faut savoir écrire, il faut savoir faire un devis. Et que s'ils veulent s'ouvrir leur avenir, il fallait absolument qu'ils se donnent les chances maintenant, que le destin il est entre leurs mains et non pas entre la société, ni avec l'école, ni avec les parents. C'est eux qui doivent prendre leur destin en main pour apprendre et saisir les opportunités qui sont aujourd'hui à leur portée. Et donc, ils étaient complètement découragés. Et donc, ils m'ont avoué, ils m'ont dit, mais nous, on n'a pas d'avenir, on n'a pas… Donc, et donc, vous êtes retourné. Voilà, ils pensaient qu'il n'y avait pas d'entrepreneurs issus des quartiers populaires et des gens de couleur. Donc, j'ai appelé des amis à moi entrepreneurs. Et quand je suis retournée 2 mois après, je suis retournée avec 2 chefs d'entreprise de couleur. Et ils n'en avaient jamais vu. Et du coup, ils étaient complètement impressionnés puisque j'ai emmené 2 chefs d'entreprise qui avaient du charisme, un qui était couvreur dans le bâtiment et un qui faisait la gestion des déchets et qui a vendu son entreprise et qui a maintenant est un élu dans une commune. Et donc, il y a un jeune qui a passé voilà, après, on passe les étapes et donc… Exactement. Donc, quand on est parti, ils ont décidé de créer une micro-entreprise au sein du collège. Donc, c'était un événement là-bas. Tout le monde les a suivis et les a soutenus. Je les ai sponsorisés. Donc, et quand ils sont participés à un concours départemental de la micro-entreprise des lycées, c'était le seul collège qui était représenté. Eh bien, ils ont gagné le 2e prix. La photo que vous aviez vue sur un des slides. Ouais. Et je suis partie les voir, donc ils ont bien sûr affiché les trophées, fiers, etc. Ils étaient fiers de rentrer chez eux le soir avec leur médaille. Et quand je suis retournée les voir, je leur ai dit alors, c'est possible ou c'est pas possible? Ils m'ont dit ah, oui, c'est possible. Je dis alors, vous parlerez plus jamais comme vous avez parlé la première fois que je vous ai vu? Ah non, madame, ça c'est fini. Et du coup, ils sont repartis plus motivés que jamais. Et vous nous dites, enfin, pour conclure, que dans les quartiers, il faut travailler peut-être un petit peu plus. C'est ça aussi un peu votre message. Oui, ça c'est vrai. La réussite, elle passe par le travail, quel que soit le milieu social où on est. Mais dans les quartiers, on doit montrer plus notre sérieux parce que déjà, on ne nous prend pas au sérieux. Alors, le fait d'être vraiment, j'insiste sur le fait d'être professionnel parce que c'est ce qui nous sauve de toutes les situations. Quand on est professionnel et carré, quelle que soit la situation qu'on affronte, eh bien, on s'en sort toujours. Il faut être professionnel. Et la réussite, elle passe par le travail. Merci beaucoup, Sally, pour ce témoignage et toutes vos actions auprès de Talents des Cités et donc pour votre parcours de 20 années avec votre entreprise. Merci Virginie Hills. Alors vous êtes présidente fondatrice de Comptoir de Campagne. Alors là, on part sur les territoires puisque l'objectif de votre société, vous êtes alors en SAS, c'est la société par action simplifiée avec un agrément ESUS. Alors je le dis à votre place, mais c'est une entreprise solidaire d'utilité sociale. Voilà. Et la vocation de votre société, c'est de favoriser, de développer des projets à destination de la campagne. Alors, vous êtes parti d'un constat, lequel? Oui, le constat de départ, c'est qu'en France, aujourd'hui, 1 village sur 2 n'a plus de commerce, n'a plus de services de proximité et se transforme un peu en village dortoir. Voilà, c'est de là qu'est né Comptoir de Campagne. Est-ce que vous voulez que je déroule et que je vous explique de quoi il s'agit? Allez-y, parce qu'en fait, c'est une offre de produits et de services dans des zones qui ont subi quelque part un peu une désertification commerciale. Exactement, voilà, ces villages dans lesquels il n'y a plus de services parce que la ville a capté toute l'offre de produits et services, parce que les modes de consommation ont changé, parce qu'aujourd'hui,
enfin, depuis la fin des années 2000, des années 90, on consomme beaucoup dans les grandes surfaces, en périphérie urbaine, et que du coup, ça a vidé les commerces des clients. Voilà, donc, et nous, on a essayé de se dire comment on peut remettre des commerces dans ces villages, comment on peut créer un modèle économique qui soit pérenne. Donc, on a 2 éléments d'innovation clés sur notre projet. Le premier, c'est l'offre. Donc, c'est de l'offre multiservice. En fait, le principe, c'est quoi? C'est de dire si dans un village d'aujourd'hui, une épicerie classique n'a plus de marché, une boulangerie, une agence bancaire, un restaurant, eh bien, nous, on va mettre sous un même toit, dans un même commerce, tous ces produits et services pour répondre à des besoins réels des habitants, mais aussi pour additionner des modèles économiques pour en faire un pérenne. Ça, c'est Donc notre premier élément vous d'innovation. avez, oui, c'est ça, vous avez aujourd'hui 11 magasins donc en propre, hein, dans lesquels on peut trouver alors une épicerie, de la droguerie, différents services, C'est ça. Si du vous venez dans un pressing, du comptoir, repassage, voilà, etc. je Ouais. vous invite à venir dans un comptoir. On en a 11 en Ouais. Auvergne-Rhône-Alpes. Ouais. Vous aurez des produits locaux en circuit court, donc vous pouvez vous faire vos courses du quotidien, frais, épicerie, droguerie. Vous avez des services de proximité, donc souvent on a la poste, cordonnerie, pressing, la presse, la Française des Jeux, le gaz. Également, il y a un espace snacking salon thé, donc ça c'est hyper important, qui est un lieu de vie, d'échange et de partage, de création lien social dans lequel on fait des événements, des animations. Et puis, on a une petite pièce attenante à nos comptoirs qu'on appelle les espaces Service Plus, où là, on sous-loue l'espace à des prestataires comme la coiffeuse, l'esthéticienne, l'ostéopathe et même le banquier. Donc voilà, on peut avoir le lundi une coiffeuse, le mardi l'ostéopathe, le jeudi le banquier. Et donc, les clients prennent rendez-vous auprès de ces prestataires de services au fil de la semaine. Voilà. Donc, D'accord. autant de Oui. modèles économiques qui s'additionnent pour en faire un pérenne. Ça, c'est un premier élément d'innovation. Le deuxième élément d'innovation, c'est une organisation spécifique. Parce que pour approvisionner en produits locaux des commerces dans les territoires, il faut inventer un nouveau métier et avoir une organisation adaptée. C'est-à-dire que nous, on implante sur un même territoire 5 à 6 comptoirs et on recrute un approvisionneur circuit court dont le métier est de référencer les produits, les producteurs et les services localement et les rendre accessibles aux commerçants. Et il achalandre les commerces en produits et en services, donc des produits et services locaux. On fait du circuit court sur la partie production alimentaire. Donc ça, c'est un point évidemment différenciant qui vous permet effectivement de fonctionner par, donc vous l'avez dit, par grappe, en fait, c'est ça, hein, vous fonctionnez comme ça par grappe de quelques comptoirs, 5-6 comptoirs sur un territoire, et une personne qui est du coup un salarié du réseau, c'est ça, enfin de la structure support, qui va aller connaît le territoire et qui va aller s'approvisionner pour pouvoir aller achalander tous ces commerces. C'est ça. Et c'est quelque chose qui se développe, et vous avez une intention particulière maintenant pour développer encore davantage votre projet de... Oui, tout à fait. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment on a démarré avec un seul magasin sur la base d'un PowerPoint. On est allé voir des maires et on en a trouvé un qui était partant. Avec la Poste, on a signé une convention tripartite avec la Poste et la mairie pour déployer notre concept. On l'a amélioré, on l'a peaufiné. Aujourd'hui, on en a 11 magasins en propre. Donc, ce sont des pilotes, ce sont des magasins dans lesquels on a amélioré notre concept. Et en région Rhône-Alpes, hein, c'est ça, hein? En région Rhône-Alpes, oui. On a 3 territoires en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et aujourd'hui, on va démarrer sur un modèle de franchise. Et notre envie, c'est que demain, des entrepreneurs sur les territoires, parce qu'on a le savoir-faire, parce qu'on est capable de les accompagner, de leur donner les bons outils et d'approvisionner leurs magasins, vont pouvoir remettre des commerces dans les villages. Quand on dit 1 sur 2 n'a plus de commerce en France, ça fait 4000 villages entre 700 et 2000 habitants. Donc voilà, c'est quand même un grand nombre de commerces, de villages dans lesquels il y a des besoins de ramener des services de proximité et d'avoir une solution pour recréer du lien social. Voilà, c'est ce qu'on essaie de faire. On est accueilli facilement dans les villages quand on souhaite comme ça, quand on arrive avec un projet de création d'un commerce de proximité comme celui que vous proposez? Oui, bah d'ailleurs, c'est souvent les municipalités qui viennent vers nous avec une demande. On étudie le village, on voit s'il y a le potentiel et après on répond à leurs demandes. On travaille vraiment main dans la main avec les municipalités et on recherche des porteurs de projets, particulièrement en Auvergne-Rhône-Alpes où on a démarré, pour embarquer avec nous dans l'aventure et ouvrir leur propre commerce, et nous, on va les accompagner dans cette démarche. Alors, c'est facile de monter une entreprise en tant que femme?
Ça a été facile pour vous? Non, de toute façon, monter une entreprise, c'est pas C'est de facile. toute Enfin, façon c'est pas très, facile. très Ouais. difficile, vraiment très, très difficile. Parfois, on se lance un peu avec il faut beaucoup de naïveté parfois pour se lancer dans Oui. Alors, l'aventure. quelles ont été vos difficultés majeures? Euh, Alors, trouver les financements. Nous, on est une Oui, entreprise on de en a l'économie parlé déjà sociale et beaucoup aujourd'hui. Ouais. solidaire. Voilà, donc on n'a pas un modèle économique qui est si évident. Il faut le trouver, donc il faut de l'argent pour faire cette recherche et développement nécessaire pour trouver le bon modèle économique. Donc voilà, ça c'est ce qui est le plus difficile. Et puis quand on est une femme, je pense que c'est encore plus difficile de trouver de l'argent. Et je le vis tous les jours, même si je m'en sors plutôt bien, puisque là on est en train de clôturer une jolie levée de fonds de plus de 4 millions d'euros pour accélérer notre développement. Mais voilà, c'est la chose la plus difficile, je pense, quand on crée une entreprise, c'est de trouver de l'argent et avoir la confiance. Mais après, quand on arrive à l'obtenir, ça nous donne des ailes. Alors, vous avez embauché des femmes aussi dans vos différentes structures? Oui, alors il s'avère que nous, en plus, on est dans l'économie sociale et solidaire, comme vous le disiez. Donc, dans ce type de marché-là, il y a beaucoup de femmes. Pourquoi? Parce qu'il faut aussi qu'on fasse des efforts sur le niveau de rémunération. Voilà, donc les gens qui sont capables d'embarquer dans un métier avec une rémunération faible parce qu'il y a du sens. Je ne sais pas pourquoi, on est des jeunes peut-être plus pour les femmes, mais en tout cas, il y a beaucoup de femmes dans ce milieu-là. Donc, je suis entourée de beaucoup de femmes et elles ont beaucoup de courage. Voilà. Mais on a aussi des hommes. Il y a aussi des hommes. Alors, chaque structure, c'est quoi? C'est un manager et puis une autre personne, c'est en général deux personnes par… Oui, oui, dans chaque magasin, pour l'instant, on a 2 Enfin, pour les salariés. magasins en propre Ouais, que pour vous les avez magasins, aujourd'hui. on a 2 salariés, beaucoup de femmes, on a quelques hommes, mais beaucoup de femmes. Et demain, pour les indépendants, ça peut être des Ouais, couples, quand vous allez pourquoi passer pas? en franchise, Ouais, ça peut être des c'est souvent couples. des couples qui reprendront Ouais, ouais. Mais après, les ça peut être établissements. aussi une personne et un salarié. Voilà, un indépendant, un porteur de projet et un salarié pour tenir ces commerces, parce qu'il faut des amplitudes horaires assez larges pour répondre aux besoins des habitants, au mode de vie où ils partent tôt le matin et rentrent un peu tard le soir. Donc, il faut quand même avoir les amplitudes horaires qui sont larges si on veut que le commerce fonctionne. Alors, ces commerces qui qui ont disparu dans les villages, quelque part, c'est un modèle. Si on remonte peut-être un siècle en arrière, c'était déjà un établissement où on y retrouvait plusieurs types de services. Donc, c'est un peu voilà, revenir à un modèle d'avant, quelque part, avec ce commerce un peu de proximité, multifacette, et puis en y ayant adjoint quelque part un peu ce circuit court et ces services, bien sûr, qu'on trouve aujourd'hui, Oui, oui, qui tout à sont fait. nécessaires pour C'est les certain villages. que on a vécu une ère avec la globalisation des échanges, avec les grands centres commerciaux qui ont fait qu'on a perdu ce lien avec les commerces de proximité. C'est une tendance de fond aujourd'hui de revenir vers ce mode de consommation où on connaît la personne chez qui on va faire ses courses dans son quartier, dans son village. Je pense que c'est l'avenir. Les gens en ont marre des grands hypermarchés avec de la nourriture industrielle standardisée. Donc, effectivement, on remet au goût du jour un mode de consommation d'avant qui valorise la production locale, qui valorise l'artisanat. On consomme chez soi des produits qui sont fabriqués localement par des gens qu'on connaît. On sait qu'ils travaillent bien, on sait qu'ils aiment leur métier avec passion. C'est ça qu'on ressort de terre un petit peu avec de la modernité, des outils d'aujourd'hui, d'un outil de gestion qui est performant, des moyens de communication dignes des grandes surfaces avec le web marketing, avec de la promotion. Voilà. Donc en fait, on va prendre les codes des modes de consommation d'aujourd'hui en valorisant l'artisanat et la production locale, la modernité dans l'authenticité, et puis répondre à une offre, à un besoin des gens aujourd'hui. Voilà, on modernise le multiservice et on le pousse très loin avec des partenariats clés comme la Poste, des grandes banques, des assurances, la SNCF. Voilà, donc on travaille avec tous ces grands acteurs pour rester présents au cœur des territoires et que eux aussi restent présents au cœur des territoires. Oui, alors justement, certainement que, en fait, en créant ce lien social, cette proximité, toute cette dynamique autour
de ce commerce hein, qui va devenir un peu un centre névralgique dans ces villages. Ça peut aussi amener certaines personnes qui y habitent, qui sont souvent voilà, des zones un peu résidentielles, quelquefois à rester dans ces villages pour pouvoir peut-être développer et peut-être créer aussi des entreprises dans ces nouveaux territoires qui retrouvent un peu de vie. Vous avez raison. Enfin, pour nous, l'idée, c'est que quand on ramène ce commerce-là, l'objectif, c'est que ça fasse boule de neige et qu'il y ait d'autres commerces qui viennent se créer, de nouvelles activités. On parle en ce moment beaucoup de télétravail, de gens qui retournent vivre à la campagne, qui trouvent plus le service dont ils ont besoin. Les gens qui habitent dans ces zones rurales, c'est soit des gens qui sont là depuis toujours, plusieurs générations, soit aujourd'hui, il y a des nouvelles personnes qui retournent, soit des gens qui ont envie de consommer, de vivre un peu différemment, d'avoir un jardin, une villa, d'élever leurs enfants auprès de la nature, et qu'ils peuvent désormais avec les moyens de mobilité, mais aussi avec le télétravail et tous les outils modernes. Et puis, il y a aussi une partie de population qui sont des gens qui n'ont plus les moyens d'habiter en ville et qui sont repoussés vers les périphéries. Et donc, ça fait tout un tas de populations différentes et qui ne se mixent pas. Et nous, dans nos commerces, c'est aussi l'endroit où on se rencontre. On vient pour un service utile et là, on rencontre ses voisins et on a du coup l'impression d'appartenir à une communauté. Voilà. Et du coup, on a ce sentiment de sécurité-là. On parle de fracture territoriale et nous, on est au cœur de ce sujet. Et c'est là où le lien entre les quartiers et les territoires ruraux a un vrai sens. Parce que c'est aussi bien dans les villages que dans les quartiers que les gens se sentent un peu isolés, abandonnés des services, notamment les services publics. Voilà, il y a une étude qui a été publiée en janvier par le Conseil d'analyse économique qui montrait qu'il y avait une corrélation très forte entre les mouvements gilets jaunes et la fermeture du dernier commerce dans une commune. Voilà, donc tout ce sentiment-là d'abandon, il est le même dans les quartiers et dans les villages. Et des projets comme Comptoir de campagne ramènent cette sensation d'appartenir à une communauté, de rencontrer des gens et du coup de redevenir important et de se sentir plus en sécurité et un meilleur bien-être dans sa vie. Voilà, donc ça, c'est vraiment la force de Comptoir de campagne. Et par rapport à la thématique Second Souffle, voilà, nous, on cherche des futurs franchisés Voilà, quel meilleur profil que des personnes qui ont une première activité de gestion, de création d'entreprise, qui ont vécu une première vie et qui ont envie de rebondir dans un autre projet qui a du sens voilà, sur un écosystème local où on va faire du bien grâce à son activité, à son écosystème, à sa communauté autour de soi. Donc voilà, ça c'est, je pense, Comptoir de campagne. Et nous, on est assez friands de personnes qui viennent vers nous avec déjà une première expérience, qui savent que c'est que gérer une entreprise et qui ont envie de s'impliquer dans un projet qui a plus de sens. D'accord, parfait. Donc, ce lancement de franchise démarrera quand à peu près? On a une idée? On cherche notre premier franchisé. Alors, pour un territoire particulier, c'est le territoire de la Loire, autour de Montbrison. D'ailleurs, on a même un projet qui est à Saint-Étienne-le-Molard, dans la Loire. Donc, on cherche notre premier franchisé pour Saint-Étienne-le-Molard. Et ensuite, l'année prochaine, on va chercher des franchisés un peu partout sur les territoires. Donc, on est plutôt en recherche et en demande de profils qui vont s'intéresser à notre D'accord. Donc, si des personnes nous entendent là, puisqu'on est sur la toile, sur le net, avec voilà, toute la France concernée, si des personnes sont intéressées, elles peuvent vous contacter. Super, je vais passer la parole à la troisième invitée, Hortense Aran. Rebonjour et bienvenue. Vous êtes présidente fondatrice de Fleurs d'ici. Alors, c'est une première entreprise de vente de fleurs en circuit court. On y revient aussi. Le circuit court, c'est un peu à la mode et c'est ce que recherchent aussi les gens pour retrouver un petit peu plus d'authenticité parce que vous faites de la vente de fleurs en direct. Et qui sont vos clients? Expliquez-nous un petit peu le principe de Fleurs d'ici. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être là. Merci de nous accorder de votre temps. Je vois qu'il y a pas mal de gens connectés, ça fait plaisir. Alors, donc moi j'ai cofondé une entreprise effectivement qui s'appelle Fleurs d'ici, qui est aujourd'hui la première verticale qu'on a développée, mais d'un projet qui est plus large, qui s'appelle, comme vous disiez tout à l'heure, We Trade Local. Alors désolé pour l'anglicisme, ça veut dire on fait du commerce local. Et donc nous, notre ambition, c'est ni plus ni moins de créer le géant
le futur Amazon des circuits courts, en fait, le futur géant du commerce mondial qui permettent en fait d'agréger à la fois la facilité, la qualité de service et le positionnement prix d'un Amazon, mais justement au service du commerce local. Donc, c'est là où ça fait lien avec Virginie, que je connais par ailleurs, parce que Bravo, qui a été finaliste du prix Madame Figaro Business with Attitude. Donc, voilà, et j'admire beaucoup ce qu'elle fait. Ça me fait plaisir de participer à la même table ronde. Parce qu'effectivement, cette idée de comment est-ce que pourquoi soutenir le petit commerce, je trouvais ça très juste ce qu'elle disait sur la corrélation malheureusement entre le mouvement des Gilets jaunes et la fermeture des commerces. Mais on le voit bien aussi auprès des personnes âgées, pour maintenir les personnes âgées à domicile. C'est important qu'ils puissent avoir accès à des commerces de proximité. Voilà, tout ça c'est cette logique écosystémique en fait que nous on essaye de porter. Et donc, alors, expliquez-nous un petit peu. Voilà. Non, mais pas de problème. Donc, c'est un site web, c'est ça qui propose, quel que soit l'endroit où vous êtes en France, de commander des fleurs et d'être livré en vélo avec des fleurs qui viennent c'est ça, d'un endroit proche de chez eux. Ça, le plus proche possible. Comme j'ai dit, ça c'est pas un site web en fait. La commercialisation passe par un site web, mais c'est un tout petit peu plus complexe que ça. En fait, c'est plutôt comme un ERP, vous voyez, un outil en fait digital qui permet d'agréger à la fois des producteurs locaux avec des transformateurs locaux au service d'un client local. Donc en gros, effectivement, sur la fleur, ça veut dire quoi? La fleur qui est donc la première filière qui était très très mondialisée, puisque le point de départ de ce qu'on fait, c'est qu'aujourd'hui, 9 fleurs sur 10 sont importées de pays en voie de développement, Kenya, Colombie, Équateur, et que le corollaire de ça, c'est que en 72, il y avait à peu près 30 000 exploitations horticoles en France et qu'il en reste à peine 3 500. Donc, on a perdu 9 exploitations sur 10 pendant qu'on fait venir 9 fleurs sur 10 du bout du monde, sachant qu'un bouquet de roses importé, c'est l'équivalent carbone d'un Paris-Londres en avion. Donc, voilà, on s'est dit que c'était finalement pas terrible parce qu'en fait, de la matière première locale, il y en avait. Il fallait juste recréer le circuit logistique. En fait, juste, ça a l'air très simple ce que je dis, mais encore fallait-il le faire sur un produit qui est à la fois frais et fragile, sur lequel on n'a pas de stock. Donc, et c'est là où le digital prend toute sa place. Et donc, nous, on est effectivement aujourd'hui, les gens nous connaissent pour notre marque qui s'appelle Fleur d'ici et pour le premier produit qu'on vend qui est la fleur, donc des bouquets de fleurs. Mais ça s'applique malheureusement, cette idée que les produits agricoles font parfois 4 fois le tour de la terre avant d'arriver à leur bon destinataire. Malheureusement, ça n'est pas réservé qu'aux fleurs, puisque j'en parlais encore hier, il y a des productions aujourd'hui de coton qui sont faites en Espagne et que ça part pour être transformé en Chine et ça revient en France. Enfin, tout ça est absurde. Voilà. Donc nous, l'idée, c'est effectivement d'essayer de remettre un peu de sens dans la façon dont le commerce fonctionne. Et donc, comment ça fonctionne, effectivement, quelle est la promesse quand vous achetez des fleurs sur notre site, puisqu'on a quand même un site de e-commerce, comme vous le disiez, c'est que les fleurs, elles auront été, si vous commandez pour être livré à Bordeaux, les fleurs, elles ont été préparées par un artisan fleuriste bordelais, donc un commerçant. Nous, on est un peu en amont du travail de Virginie. On essaye de faire en sorte que les centres-villes ne se dépeuplent pas et que les commerçants restent en activité et que ce soit pas Amazon et les plateformes qui viennent leur prendre tout leur trafic. Donc voilà. Donc il aura été préparé par un fleuriste de centre-ville, un artisan qui joue son rôle d'animation des centres-villes, avec tout ce que ça implique, ce qu'on disait juste avant, effectivement, de sociabilité et autres, à partir de fleurs qui auront été elles-mêmes produites dans la région Aquitaine, donc en local. Donc toute l'idée étant effectivement de relocaliser cette filière qui, comme je l'ai dit juste avant, était extrêmement mondialisée, enfin hyper mondialisée, voilà, au service de ce que nous on imagine être un commerce plus juste et plus vertueux et plus durable. Alors, vous fonctionnez notamment avec beaucoup d'entreprises, hein, vous fonctionnez beaucoup en B2B pour mettre à disposition d'entreprises des fleurs qu'on peut souhaiter avoir dans son entrée ou dans son bureau tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Donc, il y a un certain nombre, voilà, tout un ensemble de propositions que vous faites à vos clients. Expliquez-nous un petit peu rapidement ce que vous proposez.
Alors, le maître mot de ce qu'on fait, c'est le multilocal. Justement, ça veut dire que nous, nos clients, ça va être des grosses structures type Orange. Orange, ils ont aujourd'hui une vingtaine de sites répartis à travers toute la France. Donc, un à Lille, un à Bordeaux, un à Marseille, un à Toulouse. Et puis après, il y a l'étranger qui vient derrière, mais restons sur la France. Et donc, aujourd'hui, c'est des marchés qui n'étaient pas attrapables, entre guillemets, par des artisans commerçants de proximité. Parce que si vous avez une boutique de fleurs à Marseille, vous n'avez pas une boutique de fleurs à Lyon. Enfin, c'est pas comme ça qu'est organisé le marché. Et donc, nous, on répond de façon consolidée à ce type d'appel d'offres. Et effectivement, ensuite, ça nous permet, en facilitant la vie des entreprises, puisque du coup, ils ont un seul interlocuteur, un seul contrat, une seule ligne de facturation, c'est plus facile pour tout, et une garantie que la promesse, elle est conforme, que les fleurs, elles sont avec la traçabilité, puisque nous, on travaille en blockchain pour garantir que voilà, le produit, il est bien sourcé localement, on peut raconter l'histoire du produit, où ça va, la répartition de la valeur, les pesticides, le carbone, etc. Et donc, effectivement, c'est des contrats généralement pluriannuels, ce qui nous permet de donner de la visibilité aussi à nos partenaires, puisque en fait, par exemple, dans le cas d'Orange, c'est un contrat sur 4 ans avec une livraison de fleurs toutes les semaines. Et donc, pour un commerçant, en fait, pour quelqu'un qui s'installe, j'espère qu'il y en a dans la salle, c'est vrai qu'avoir cette base de revenus sur un certain nombre d'années et avec une récurrence, c'est quelque chose qui, je pense, est très précieux. Rassurant, oui. Voilà, pour pouvoir ensuite éventuellement faire des investissements. Enfin voilà, c'est cette base-là que nous on essaie, cette base de confort qu'on essaie de leur fournir. Et donc c'est pour ça que nous on n'est pas tellement positionné sur la clientèle des particuliers, parce que pour le coup, sur la clientèle des particuliers, enfin, on est ravis de leur apporter des commandes en plus, mais l'idée, c'est surtout pas de venir leur en prendre, quoi. Donc, l'idée, c'est vraiment juste de venir en support à des gens qui n'ont pas forcément la capacité à faire du e-commerce, du marketing digital, enfin, ce genre de choses qui sont nécessaires si on veut pouvoir rivaliser avec un Amazon ou autre. Donc, une démarche tout à fait éco-responsable. Vous estimez, je crois, diminuer par 10, je crois, l'impact CO2 d'un bouquet et de fonctionner justement avec, vous l'avez dit, des horticulteurs et des fleuristes avec des fleurs de saison. C'est comme pour les fruits et les légumes. Ne consommons pas de fraises au mauvais moment ou en hiver. Et donc là, pour les fleurs, c'est un peu la même chose. Tout à fait. Alors, votre parcours, si très rapidement, pour qu'on puisse aussi expliquer tout votre parcours, d'où vous êtes parti, là où vous êtes aujourd'hui, vous nous l'avez expliqué, et vous allez nous dire aussi demain vers quels objectifs et vers quel avenir vous partez. Alors, comme l'ont dit mes deux prédécessrices dans cette conversation, l'entrepreneuriat, c'est quand même un truc vraiment compliqué. Et je pense qu'il faut avoir, il y a une forme de détermination particulièrement importante à avoir. Je le redis. Alors après, moi, je trouve ça super, mais c'est vrai que c'est quand même les montagnes russes émotionnelles un peu tout le temps, donc il faut être bien accroché. Je pense vous partez d'où alors, votre parcours avant de créer du coup, cette résilience, moi, je l'ai développée parce que j'étais reporter de guerre. Donc, j'ai eu un bon entraînement sur le fait de résister au stress dans des situations qui sont parfois très tendues. Donc, voilà, je pense que c'est un peu une boutade, mais néanmoins, voilà, je pense que c'est quelque chose qui participe des compétences nécessaires pour mener à bien un projet d'entrepreneuriat. Et donc voilà, moi j'étais donc grand reporter, ensuite pour la BBC, donc la télévision britannique. Ensuite j'ai fait du conseil en communication. Et voilà, j'ai mon dernier job, je travaillais dans le monde de ce qu'on appelle les social entrepreneurs, les entrepreneurs sociaux auxquels faisait référence Virginie juste avant, le sommet mondial pour l'innovation dans l'éducation. Donc c'est là où j'ai rencontré ce modèle ce qu'on appelle les entrepreneurs sociaux, c'est-à-dire des gens qui marchent sur leurs deux jambes, c'est-à-dire comment est-ce qu'on essaye d'avoir un impact positif sur la société, mais en même temps, comment est-ce qu'on dégage un chiffre d'affaires et voilà, c'est les valeurs à la fois du monde associatif et de l'entreprise, le meilleur des deux mondes, voilà. Alors, comment vous avez sauté le pas et passé justement à l'action avec ce projet? Ça a été, vous le disiez, pas très facile, mais moi j'ai eu la chance. Entouré, oui.
J'ai eu la chance, et c'est pour ça que j'accepte régulièrement de participer quand je suis sollicitée à ce genre de table ronde et d'exercice. C'est que moi, j'ai eu la chance dans mon environnement familial, suffisamment loin, mais suffisamment proche, c'est-à-dire que c'est ma tante, de voir un beau modèle d'entrepreneur féminin et de comprendre ce que ça avait comme implication, notamment sur la vie de famille, etc., etc. Donc, tout ça pour dire que je pense que c'est très important d'avoir des rôles modèles, voilà, d'avoir des inspirations et de savoir que c'est possible en fait et qu'on a le droit d'être ambitieux et que, enfin voilà, se positionner différemment, parler différemment, aller chercher, on parlait sur les levées de fonds. Je pense que c'est quelque chose qui nous manque à nous les femmes, vraiment comment dire, le fait de raconter son ambition de façon aussi avec autant d'aplomb que ce que font les hommes. Même moi qui pense avoir quand même une bonne compétence sur le sujet, je me rends compte que je suis toujours en deçà. Et voilà, donc c'est important, je pense, de se dire que prenez quand vous êtes au max de ce que vous pensez faire, prenez ça, multipliez-le par 2 et vous serez encore en deçà de ce que font les autres autour de vous. Donc, en termes de ce qu'on raconte. Donc, voilà, c'est mon conseil. Bon conseil. Alors, on va essayer de laisser un peu de temps aux internautes pour poser la question, enfin, leurs questions. Alors, William, est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui. Je vais vous afficher ça sur l'écran. C'est des questions qui ont été posées avant le début du webinaire. Et je crois que c'est une question surtout où Hortense, justement, voulait répondre. Comment proposer une offre en adéquation avec la demande d'une société en constante évolution sans y laisser toutes ses plumes, son énergie et sacrifier sa vie privée? Et est-il possible d'entreprendre en mouvement tout en respectant ses valeurs écologiques et durables? Comment transmettre son courage sans passer pour de la provocation rébellion? Voilà, donc 3 questions en une. Bon courage. Merci. Je vais me concentrer sur le bout du milieu, oui. À savoir comment entreprendre en accord avec ses valeurs écologiques et durables. En fait, c'est même pas une question. Enfin, ce que je veux dire, c'est que si aujourd'hui, au cœur d'un projet d'entreprise, il n'y a pas ces valeurs-là, il vaut mieux s'arrêter tout de suite parce que de toute façon, le consommateur, c'est ça qu'il attend. Donc, moi, j'ai plutôt beaucoup de peine pour les grandes entreprises qui, elles, doivent faire pour lesquelles le modèle économique n'avait pas pris en compte justement ces questions de comment est-ce qu'on construit un modèle durable pour tout le monde et qui prend en compte toutes ces parties prenantes en écosystème. Je leur souhaite bien du courage pour faire la transition parce que si vous n'avez pas mis ça au cœur de votre modèle économique au départ, je pense que c'est très compliqué de rattraper les points de marge que vous allez perdre quand vous allez faire ça. Si votre modèle il repose sur le fait que vous avez des esclaves qui font de la livraison sans avoir des papiers et en étant payés au lance-pierre, ça va être compliqué si vous voulez après qu'il y ait des contrats de travail parce qu'il va y avoir des histoires de charges, enfin voilà. Et si votre modèle il repose sur le fait que vous faites tout venir de Chine ou du Rana Plaza, par exemple, alors que de la fast fashion, ça va être compliqué aussi. Et je pense qu'il n'y a plus de place pour ces modèles-là. Je pense que, enfin, je sais pas ce que vous en avez tiré, mais pour du coup rebondir sur le Covid, nous, on a vu une très forte accélération de la demande. C'était un mouvement qui était déjà un peu en croissance, mais en croissance douce. Et là, on a vu vraiment une accélération rapide sur la question des produits locaux, des circuits courts, etc. C'est plus 30% depuis le Covid, enfin, depuis le confinement, et ça n'est pas retombé. Enfin, pendant le confinement, c'était plus 200%, et là, on est à plus 30%. Donc, je pense que c'est des choses qui aujourd'hui font partie des prérequis en fait pour créer une entreprise qui sera encore là dans 5 ans, 10 ans, 100 ans, espérons. Voilà, donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut surtout mettre au cœur de son modèle économique et donc bien calculer ses équilibres en fonction de ça. Et justement, Virginie, vous avez un commentaire à faire sur cet aspect des choses? Alors, je trouve la question complexe. Mais sur les sociétés aujourd'hui qui doivent nécessairement évoluer et devenir ce que l'on appelle un peu des sociétés à impact, où on parle d'écologie, d'économie quelque part un peu, et puis de donner du sens finalement aux entreprises que l'on crée, qu'on développe. Oui, moi, c'est ce que vous faites. Oui, j'ai un formidable espoir parce que
le consommateur prend de plus en plus conscience de ça, on prend tous de plus en plus conscience de ça, et donc effectivement, les entreprises dont c'est pas le modèle économique à la base sont un peu en panique en ce moment et essaient de se raccrocher aux branches. Néanmoins, je voulais juste modérer un peu, c'est-à-dire que oui, nous, notre objet social, il est social. Enfin, je vois, c'est remettre des commerces dans les villages, créer du lien social. Avant tout, si on se lève tous les matins, c'est pour dupliquer ce modèle social très vertueux. Néanmoins, on ne peut pas être ayatollah. Et il y a quelques contraintes qu'il faut que parfois on fasse des compromis. Voilà, on ne peut pas être 100% pur, parfait. Voilà, dans nos comptoirs, parfois sur les emballages, sur ce genre de choses. Si on ne faisait que du local, que du français, que de l'artisanal, on aurait des prix qui explosent tout et qui sont pas acceptables pour le consommateur. Donc on doit parfois faire des compromis. Par exemple, quand on a démarré, on se disait on n'aura jamais de tabac, jamais de jeu d'argent dans nos comptoirs. Bon, la réalité économique fait qu'il y a de la demande forte. Donc, on fait en sorte de ne pas trop communiquer dessus. On n'est pas débitant de tabac, on fait de la revente, etc. Mais on fait de la Française des Jeux et on revend du tabac. Voilà, il doit y avoir à un moment donné des compromis si on veut que l'entreprise se développe, se pérennise et si on veut qu'au bout du compte, notre objet social puisse avoir un vrai impact, que notre entreprise se développe et qu'elle le soit, que cet objet social, il s'essaime un peu partout et il apporte du plus. Voilà, donc il faut faire attention, être ayatollah. Et je pense que Hortense en parlera mieux que moi voilà, sur ce sujet-là, du Made in France, etc. Parfois, les filières sont pas encore prêtes. Il faut y aller pas à pas vers des modèles plus vertueux, mais on ne peut pas être jusqu'au boutiste sur certains sujets, il faut faire des compromis. Et l'important, c'est que l'objet social, le cœur du réacteur, ait un vrai impact positif. Et salut Benasser, vous, dans le bâtiment, c'est facile de faire, ça doit pas être très, très évident de faire attention un peu aux matériaux que vous utilisez. On a de la matière première de base qu'on ne maîtrise pas, puisqu'il y a de la petite quincaillerie, du traitement du PVC, des matières aluminium, etc., qui peuvent venir de l'étranger. Il y a peut-être des nouveaux matériaux sur lesquels vous pouvez éventuellement, qui peuvent être utilisés pour travailler sur vos cloisons ou sur certaines. J'ai pas entendu le début de la question. Oui, je disais, il y a peut-être des nouveaux matériaux à développer et à terme à utiliser aussi pour rentrer un tout petit peu plus dans des démarches plus écologiques. Nous, nos cloisons, c'est du PVC recyclé. Donc déjà, on est en plein dedans. On est labellisé Éco-Défi. Donc, on utilise des produits recyclés. Produits qu'on fait venir de Chine, nous, c'est pas possible parce que c'est du sur-mesure. Donc, la main-d'œuvre est obligatoirement sur notre territoire en totalité. Et au niveau des déchets, on a des déchetteries à tri écologique. Donc oui, donc toutes les démarches. On est assez vigilant à essayer on a bien pris conscience de la valeur de la nature qui nous environne et on essaye d'être très vigilant et de faire très attention à respecter toute la filière, que les tri des déchets soient bien gérés et en même temps que nos produits que nous utilisons soient à base écologique. On va laisser la parole à William pour une autre question. S'il te plaît, William. Oui, alors une question qui va être pas facile à répondre, mais donc c'est Naïma qui demande voilà, j'ai gagné un prix à Pose ton idée, mais je n'arrive pas à décoller, que dois-je faire? Alors, je pense que est-ce que le sens de cette question c'est j'ai envie d'entreprendre, mais je n'ose pas. Je ne sais pas. Si je peux me permettre, moi, de donner un conseil à toutes les personnes qui veulent se lancer l'entrepreneuriat, c'est faites-vous incuber. Voilà, allez voir des incubateurs, des sociétés qui vont vous aider à construire votre modèle économique, à construire votre proposition de valeur.
Oui, tout à fait. Bon, on a vu ce matin, hein, plusieurs réseaux. Voilà, ce qu'il faut, c'est effectivement aller rencontrer les bonnes personnes pour pouvoir voilà, pitcher son projet, faire un peu de training, travailler son pitch et puis être accompagné pour pouvoir avancer dans son projet. Et puis, il faut se donner un laps de temps. C'est-à-dire, voilà, je me donne tant de budget et tant de temps, tant de mois. Et si au bout de ce budget et de ce temps, je n'ai pas décollé, il faut se dire, OK, je passe à autre chose. Pour ne pas s'épuiser, tourner en rond. Voilà. Donc, pour moi, les 2 conseils, c'est se donner un temps et un budget imparti et de se faire accompagner. Une autre question, William. Oui, puis je précise aussi, comme a dit Céline André de Femmes des Territoires ce matin, c'est important de se faire accompagner. Nous aussi, on le dit régulièrement dans nos webinaires chez Second Souffle toutes les semaines, et de bien, comme disait Céline ce matin, de bien trouver son bon accompagnement, le bon réseau, la bonne association, le bon incubateur qui vous convient. Si vous vous sentez pas bien dans cet asso, dans cette organisation, c'est que il faut en choisir une autre, tout simplement. Je vais vous mettre, pareil, une question qui a été posée voilà, en amont de ce webinaire. En tout cas, Naïma, je vois dans le chat que Naïma elle dit c'est bien ça, merci. Et Ouais. donc je vois quelle était son idée qui est de créer dans sa ville, donc à Aulnay, une école des parents, lieu d'info, mais aussi de jeux et de discussion entre les générations, un endroit pour mieux se préparer au parcours du combattant de la scolarité. C'est vraiment c'est hyper important de faire ça. Mais voilà, typiquement sur des modèles comme ça, allez voir les pouvoirs publics, quoi. Faites-le pas toute seule, voyez quelles sont les différentes parties prenantes que vous pouvez associer à un projet comme celui-là. Et effectivement, la question d'incubation, c'est aussi à ça que ça sert, c'est à se faire accompagner par des gens qui vont vous dire « Ah, mais t'as pensé à ça ?» C'est comme si des gens qui veulent monter des crèches, c'est toujours bien de monter… les crèches, c'est génial et il faut le faire, mais il faut aller voir les pouvoirs publics aussi, c'est très utile et ils vont vous aider. Un peu comme ce qu'a fait Virginie avec Comptoir de campagne. Alors, une question. Oui, vas-y, William. Oui, donc c'est Claudine qui demande, termine sa certification pour ouvrir son cabinet de thérapeute. Elle aimerait savoir ce que peut apporter cette journée des 24 heures. Je pense que c'est peut-être un petit peu pareil. Voilà, c'est quelqu'un qui fait des certifications, qui a 2 doigts de monter son cabinet. Elle voudrait valider quelque part un petit peu son projet, savoir si ça tient la route, si c'est viable. Elle attend peut-être d'avoir le déclic pour vraiment se lancer. Et voilà, qu'est-ce que vous pourriez lui apporter comme conseil, mesdames? Alors, si je peux me permettre, le premier point que je lui conseillerais, moi, c'est qu'elle puisse ouvrir un cabinet avec d'autres corps des métiers qui correspondent à son activité. Elle dit thérapeute, donc à côté, il y a des naturopathes, il y a d'autres corps des métiers qui sont associés à son activité. Et peut-être l'ouvrir à plusieurs, c'est peut-être plus facile. Comme disait Virginie, c'est un incubateur, mais sans être un incubateur, c'est un cabinet complet où il y a d'autres activités. Et comme ça, leur énergie et leurs clients, tout est combiné dans un lieu et ça crée une synergie collective. Très bien. Une autre question encore, William? Oui. Alors, c'est une question un peu particulière aussi. Moi, j'ai déjà un élément de réponse à donner à cette personne. Donc, c'est Rokia qui nous dit qu'elle est porteuse de projets handicapés, pas du tout le profil auquel les assureurs proposent un contrat adapté. J'aimerais entreprendre dans l'assurance après avoir travaillé 15 ans dans la protection financière et là aussi, pas le profil auquel s'attendent les investisseurs. Ma santé est problématique pour entreprendre. Quelle solution pour ceux et celles qui sont dans mon cas de figure, à savoir handipreneurs exclus des scorings des banques et des assureurs? Alors, moi, je vais déjà répondre que je ne sais pas si elle le sait, Rokia, mais il y a une très très belle organisation qui s'appelle H-Up, qui s'occupe justement des porteurs de projets, des entrepreneurs en situation de handicap. Donc, ça s'écrit H et puis apostrophe UP, H-Up, et je vais vous mettre le lien tout de suite dans le chat. Mais si vous avez des informations, mesdames, on est preneur aussi pour Rokia. Et je pense, pour compléter, qu'il y aura
une édition spéciale. Ça vous sera précisé prochainement, dès 24 heures, sur cette thématique, notamment des personnes en situation de handicap. Il y en aura même avant, mon cher Frédéric. Il y en aura même avant, voilà. Oui. Donc tu sais tout. Alors, une dernière question, peut-être, avant de passer au petit mot de conclusion. Ben, je n'ai plus de questions sur Plus de le questions. chat. Alors, on va essayer de conclure. Alors, Sally Benasser, est-ce que vous auriez un conseil, notamment par rapport au quartier? Vous dites qu'effectivement, il y a une notion très importante que vous souhaitiez faire passer. C'est de sortir justement des quartiers. C'est ce que vous nous dites. Oui, pour moi, la réussite les gens qui veulent s'en sortir, qui sont au sein des quartiers, c'est de ne pas rester dans le quartier. On cherche à les confiner dans leur quartier pour développer les quartiers populaires. Et si on veut s'en sortir, on est obligé d'aller voir ailleurs ce qui se passe et de ne pas s'arrêter à la frontière du quartier. Je vous ai expliqué que j'ai participé à l'élaboration des emplois francs par rapport aux entreprises qui s'implantent dans les zones franches urbaines. Et j'avais proposé que de sortir la population du quartier pour chercher du travail ailleurs et aider les employeurs situés dans d'autres lieux pour les embaucher. C'est en test actuellement et c'est rentré dans les projets de loi. Les gens qui sortent de leur quartier trouvent du travail et réussissent à apporter une autre vision de l'extérieur chez eux. Les mamans qui travaillent apportent d'autres valeurs à leurs enfants en rentrant à la maison. Et les enfants évoluent avec la valeur du travail puisqu'ils voient leurs parents aller travailler. Et c'est comme ça qu'on s'en sortira dans les quartiers, c'est en allant à l'extérieur des quartiers. Merci beaucoup, Sally. Hortense, le petit mot de conclusion, un message pour les personnes qui nous écoutent sur justement les territoires, les quartiers et puis toute ce parcours que vous allez peut-être aussi essayer de défendre pour que ces femmes retrouvent l'énergie. On a parlé de beaucoup d'items là dans cette table ronde. Qu'est-ce que vous voulez faire passer comme message fort? Je voudrais dire que déjà, comme je disais tout à l'heure, comme on a tout dit, entreprendre, c'est pas simple. Quand on est une femme, ça l'est moins, c'est vrai. Et quand on est issu des territoires ou des quartiers, ça l'est encore moins. Donc, n'ayez pas l'impression que c'est vous qui êtes nul. C'est vrai que c'est dur et c'est normal que vous ayez ce ressenti-là, mais c'est pas une raison pour s'arrêter. Et pour ça, allez voir des gens. Je pense aux banlieues santé, par exemple, qui travaillent à la fois sur les banlieues et les territoires. Enfin voilà, allez voir les déterminés, tout un tas de gens. Il y a quand même aujourd'hui beaucoup de structures qui peuvent vous apporter des ressources pour déjà vous sentir moins seul, moins isolé et retrouver justement trouver l'énergie d'y aller malgré toutes les difficultés. Merci Hortense. Et Virginie, pour finir, le mot de la fin. Oui, je reviens sur ce que je disais, effectivement, se faire accompagner, je suis d'accord. Être dans un environnement propice, on a besoin d'avoir des personnes qui nous aident. Voilà, il faut parfois se faire du bien dans un environnement bienveillant pour pouvoir entreprendre. Voilà, ça, on se prend beaucoup de coups quand on entreprend, donc il faut se constituer autour un environnement bienveillant pour se remotiver de temps en temps et se faire du bien. De toute façon, la vie d'entreprise, même si les entreprises, elles fonctionnent bien, c'est toujours des échecs et des réussites. Voilà, donc que l'échec mène à la fermeture de l'entreprise ou que l'échec mène juste à être un peu en retard ou à rater une étape et à repartir derrière, on a toujours, et n'importe quel chef d'entreprise a une vie qui est d'entreprise pro, qui est échec, réussite. Donc voilà, c'est la même chose que l'on vit tous par rapport à ça. Et puis également, si je fais le lien au sujet quartier-territoire, c'est une force, c'est que finalement, quand on entreprend dans un quartier ou quand on entreprend dans un territoire rural,
on n'a pas de concurrence, on a moins de concurrence. Voilà, donc faut voir le côté positif des choses. On a plus de place pour créer, on a peut-être plus de temps pour trouver notre modèle, parce qu'on a moins de concurrents en face. Et vous savez, l'océan rouge, l'océan bleu, voilà. Donc, essayons de voir le côté positif d'entreprendre dans ces territoires-là, où plus de personnes autour auront envie que vous réussissiez, parce que vous êtes une rare initiative d'entreprise, alors que dans les milieux urbains, les milieux dynamiques qui fonctionnent bien, il y a plein d'entreprises qui essaient de se créer, chacun proposant la même chose, et il n'y en a qu'un qui va gagner au bout du compte. Voilà, donc c'est un peu le côté positif d'entreprendre dans les territoires. Parfait. Merci beaucoup, mesdames, pour vos témoignages précieux et tout à fait intéressants et passionnants. Merci à Virginie. On vous souhaite bonne chance notamment avec la franchise que vous allez lancer. Bravo à Hortense Aran, qui va sûrement aussi développer d'autres projets aussi sur la toile. Et puis, Sally Benasser, bravo pour votre parcours aussi. Et beaucoup de succès à Talent de Cité que vous suivez et que vous accompagnez encore. Merci, bonne fin d'après-midi à vous et on se retrouve dans juste une petite dizaine de minutes pour retrouver d'autres créatrices, d'autres projets, d'autres parcours inspirants. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir, merci. Au revoir. Merci à tous.